Le 23 août 1997, Sébastien Garnier disparaît sans laisser de traces, 3 jours seulement après avoir épousé l'amour de sa vie dans une magnifique cérémonie à Toulouse. Pendant 20 ans, sa famille et les enquêteurs se sont interrogés sur ce qui avait pu arriver à ce jeune homme de 26 ans, apparemment heureux et sans histoire. Puis, en 2017, son meilleur ami Antoine Leclerc fait une découverte troublante dans le grenier de sa maison. Un appareil photo jetable du mariage, jamais développé. Les dernières images révèlent une vérité si choquante que même les enquêteurs les plus expérimentés n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Comment une simple photo de mariage a-t-elle pu résoudre l'une des disparitions les plus mystérieuses de Toulouse? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Toulouse, été 1997. La ville rose baigne dans une atmosphère particulière cette année-là. La France se remet encore de la mort de Lady Diana, survenue quelques jours plus tôt, et les cafés du centre-ville bruissent de conversations sur cet événement tragique. Dans le quartier de Jolimont, une zone résidentielle paisible située au nord de la ville, la famille Garnier prépare depuis des mois ce qui devrait être le plus beau jour de la vie de leur fils Sébastien. Sébastien Garnier, 26 ans, travaille comme technicien dans une entreprise de télécommunications depuis sa sortie de l'école technique 3 ans plus tôt. Grand, brun aux yeux verts, il possède ce sourire chaleureux typiquement méridional qui lui a toujours facilité les relations sociales. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de fiable, ponctuel, peut-être un peu rêveur parfois, mais toujours prêt à rendre service. Il habite un petit appartement rue de Metz, près du centre-ville, qu'il a économisé pendant 2 ans pour pouvoir s'offrir. Sa future épouse, Camille Fontaine, 24 ans, travaille comme secrétaire médicale dans un cabinet de médecins généralistes du quartier des Minimes. Petite, blonde aux yeux bleus, elle dégage une énergie communicative qui contraste avec la nature plus posée de Sébastien. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors d'une soirée organisée par des amis communs dans un bar de la place Saint-Georges. Leur histoire d'amour s'est construite lentement, solidement, ponctuée de promenades le long de la Garonne et de soirées cinéma au cinéma ABC, leur lieu de rendez-vous favori. Antoine Leclerc, 27 ans, meilleur ami de Sébastien depuis le lycée, travaille comme mécanicien dans un garage de la banlieue toulousaine. Plus extraverti que Sébastien, il est celui qui anime les soirées entre amis, celui qui organise les sorties, celui qui a toujours une blague à raconter. Il habite une maison héritée de ses grands-parents dans le quartier de la Lande, une maison ancienne avec un grand grenier où il stocke pêle-mêle souvenirs d'enfance, matériel de bricolage et objets oubliés. La famille Garnier, originaire de Toulouse depuis 3 générations, tient une petite boulangerie dans le quartier de Saint-Cyprien. Les parents de Sébastien, Michel et Françoise, la cinquantaine, sont des gens simples, travailleurs, qui ont économisé pendant des mois pour offrir à leur fils unique le mariage dont ils rêvaient. La boulangerie, située rue de la République, existe depuis 1962 et jouit d'une excellente réputation dans le quartier. Michel, homme de peu de mots mais au grand cœur, a toujours eu une relation privilégiée avec son fils. Françoise, plus bavarde, s'occupe de la clientèle avec cette gentillesse naturelle qui fidélise les habitants du quartier depuis des années. L'été 1997 à Toulouse est particulièrement chaud. Les températures atteignent régulièrement 35 degrés et les Toulousains cherchent la fraîcheur dans les parcs de la ville ou le long des berges de la Garonne. Cette chaleur exceptionnelle marquera d'ailleurs les mémoires, car elle coïncide avec plusieurs événements marquants. Le Tour de France qui traverse la région, les premiers pas d'Internet dans les foyers français et cette ambiance particulière de fin de millénaire qui commence à se faire sentir. Dans ce contexte paisible, rien ne laisse présager le drame qui va bouleverser cette famille unie. Sébastien semble épanoui, amoureux, impatient d'épouser Camille. Il a même confié à Antoine, quelques semaines avant le mariage, qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie, qu'il avait l'impression que tout s'alignait parfaitement pour lui.
Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une ironie tragique que personne ne pouvait alors imaginer. Le samedi 20 août 1997 restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui y ont participé, mais pas pour les raisons qu'ils espéraient. La journée commence sous un soleil radieux, avec cette lumière dorée si caractéristique du sud de la France en fin d'été. La cérémonie religieuse a lieu à 15 heures, en l'église Saint-Aubin, une petite église du 19e siècle située dans le quartier de Jolimont, choisie par le couple pour son charme intime et sa proximité avec la maison familiale des Garnier. Camille est resplendissante dans sa robe de mariée en soie ivoire, choisie avec sa mère dans une boutique de la rue d'Alsace-Lorraine. La robe, de style classique avec un décolleté en cœur et une traîne modeste, met en valeur sa silhouette élancée. Son voile, celui de sa grand-mère, ajoute une touche d'émotion familiale à cette journée déjà chargée en émotions. Sébastien, vêtu d'un costume anthracite loué pour l'occasion, attend sa future épouse avec un sourire radieux, entouré de sa famille et de ses amis les plus proches. La cérémonie se déroule dans la plus pure tradition. Le père Martin, qui officie dans cette paroisse depuis 15 ans, connaît bien la famille Garnier et a préparé une homélie personnalisée qui émeut l'assistance. Antoine, témoin de Sébastien, filme certains moments avec une caméra empruntée, mais utilise aussi plusieurs appareils photo jetables distribués aux invités pour capturer les moments spontanés de cette journée. Cette initiative, suggérée par Camille, qui souhaitait avoir des photos prises sous tous les angles, se révélera cruciale 20 ans plus tard. Après la cérémonie, le cortège se rend au domaine de Cantemerle, une salle de réception située dans la commune voisine de Blagnac, à une quinzaine de minutes de Toulouse. Le lieu, choisi pour son cadre champêtre et ses tarifs abordables, peut accueillir les 80 invités prévus. La salle, décorée de roses blanches et de feuillages verts, offre une vue magnifique sur la campagne environnante. Un photographe professionnel, M. Laurent, immortalise les moments officiels. Les photos de groupe, l'échange des alliances, la sortie de l'église, mais ce sont les appareils jetables qui captureront les instants les plus authentiques et les plus spontanés. Le repas, préparé par un traiteur local réputé, respecte les traditions culinaires du Sud-Ouest. Foie gras en entrée, magret de canard en plat principal, fromage de la région et pièces montées au chou. Les vins, sélectionnés par Michel Garnier lui-même, proviennent de vignobles du Gaillac, rendant hommage aux racines régionales de la famille. L'ambiance est chaleureuse, joyeuse, ponctuée de rires et d'anecdotes partagées par les amis des deux familles. Vers 18 heures, alors que l'apéritif bat son plein sur la terrasse du domaine, Antoine remarque que Sébastien semble momentanément préoccupé. Il le voit discuter avec un homme qu'il ne reconnaît pas immédiatement, un individu d'environ 40 ans, aux cheveux courts et à la carrure imposante, vêtu d'un costume sombre qui détonne légèrement avec l'ambiance décontractée de la fête. Cette conversation, qui dure une dizaine de minutes, semble tendue. Antoine voit Sébastien passer sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises, un geste qu'il reconnaît comme un signe de nervosité chez son ami. Intrigué mais ne voulant pas s'immiscer, Antoine saisit un des appareils photo jetables et, par réflexe, immortalise plusieurs moments de la soirée, y compris cette conversation étrange. Il ne se doute pas qu'il vient de capturer ce qui deviendra 20 ans plus tard, la pièce maîtresse d'une enquête criminelle. Sur le moment, il range l'appareil dans sa veste et n'y pense plus, absorbé par les festivités et ses responsabilités de témoin. La soirée se poursuit sans autre incident notable. Sébastien retrouve rapidement sa joie communicative, danse avec sa nouvelle épouse sur des tubes de l'époque. Freed from Desire de Gala fait danser toute l'assistance et semble avoir oublié cette conversation mystérieuse. Le DJ, un ami d'Antoine spécialisé dans les soirées familiales, alterne habilement entre les succès du moment et les classiques qui font danser toutes les générations. Vers minuit, conformément aux traditions, les jeunes mariés s'éclipsent discrètement vers leur suite nuptiale, réservée dans un hôtel du centre-ville de Toulouse. Leurs invités continuent la fête jusqu'aux premières heures du matin, dans cette atmosphère si particulière au mariage du sud de la France, mélange de chaleur humaine, de bonne chère et de joie de vivre.
Le lendemain matin, dimanche 21 août, Sébastien et Camille se réveillent dans leur suite de l'Hôtel des Beaux-Arts, rue de Metz, à quelques pas de la place du Capitole. Ils prennent leur petit déjeuner en amoureux, évoquent les moments forts de leur mariage, rient en repensant aux discours émus de leurs témoins. Sébastien semble parfaitement détendu, heureux, absolument pas préoccupé par quoi que ce soit. Il évoque même ses projets pour leur lune de miel en Espagne, prévue pour le mois de septembre suivant. Cette journée du dimanche se déroule dans la plus grande normalité. Le couple rend visite aux parents de Camille dans l'après-midi, puis passe la soirée chez les parents de Sébastien à déballer les cadeaux de mariage et à regarder les premières photos développées par le photographe professionnel. L'ambiance est détendue, joyeuse, empreinte de cette satisfaction qui suit les grands événements familiaux réussis. Le lundi 22 août, Sébastien reprend le travail. Sa journée se déroule normalement. Il plaisante avec ses collègues sur sa fatigue post-mariage, montre fièrement son alliance, évoque ses projets d'avenir avec Camille. Son responsable, M. Durand, le félicite chaleureusement et lui propose même une promotion interne qui se libère dans le service technique, ce qui réjouit visiblement Sébastien. Le soir, Sébastien rentre chez lui vers 18h30, comme à son habitude. Il appelle Camille pour prendre de ses nouvelles. Elle a repris elle aussi le travail ce jour-là, et ils conviennent de se retrouver le lendemain soir pour un dîner en tête-à-tête. Cette conversation téléphonique, banale et affectueuse, sera la dernière que Camille aura jamais avec son mari. Le mardi 23 août 1997, 7 heures du matin. Camille Garnier appelle son mari pour lui souhaiter une bonne journée, comme elle le fait chaque matin depuis leur mariage. Le téléphone sonne dans le vide. Pensant que Sébastien est peut-être sous la douche ou déjà parti travailler plus tôt que prévu, elle ne s'inquiète pas outre mesure. Elle l'appellera sur son lieu de travail dans la matinée. 9h30. Camille téléphone à l'entreprise de télécommunications où travaille Sébastien. La secrétaire, Madame Bonneau, lui apprend que Sébastien n'est pas venu travailler et n'a donné aucune nouvelle. C'est inhabituel pour lui, qui n'a jamais manqué une journée sans prévenir. Monsieur Durand, son responsable, essaie également de le joindre sans succès. 11h. Camille se rend directement à l'appartement de Sébastien, rue de Metz. Elle possède les clés depuis leur mariage. L'appartement est vide, le lit n'a visiblement pas été défait, mais les vêtements que portait Sébastien la veille sont soigneusement pliés sur une chaise, comme s'il s'était préparé à sortir. Sa voiture, une Renault 19 bleue de 1994, n'est pas garée à sa place habituelle dans la rue. 14h. Inquiète, Camille contacte les parents de Sébastien à la boulangerie. Michel et Françoise Garnier n'ont eu aucune nouvelle de leur fils depuis la veille. L'inquiétude commence à gagner la famille. Antoine Leclerc, contacté par Camille, confirme qu'il n'a pas eu de contact avec Sébastien depuis le mariage. 16h. La famille décide de signaler la disparition au commissariat central de Toulouse, situé rue du Rempart Saint-Étienne. L'officier de permanence, le brigadier Moreau, recueille la déposition de Camille et des parents. La procédure habituelle pour un adulte disparu depuis moins de 48 heures limite les actions immédiates, mais l'inquiétude légitime de la famille fraîchement mariée incite les forces de l'ordre à commencer quelques vérifications préliminaires. 18h. La voiture de Sébastien est retrouvée dans le parking de la gare Matabio, le principal hub ferroviaire de Toulouse. Le véhicule est correctement fermé, rien ne semble avoir été forcé. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent le portefeuille de Sébastien contenant ses papiers d'identité et environ 200 francs en espèces, une somme normale pour l'époque. Plus troublant, son alliance est posée sur le tableau de bord, soigneusement placée, comme s'il l'avait ôtée volontairement. Cette découverte bouleverse Camille. Pourquoi Sébastien aurait-il retiré son alliance, symbole de leur union vieille de 3 jours seulement? Cette question hantera la jeune femme pendant des années. Les enquêteurs vérifient immédiatement les registres de la gare. Aucun billet n'a été acheté au nom de Sébastien Garnier. Les employés de service ce jour-là sont interrogés, mais personne ne se souvient l'avoir vu. Le mercredi 24 août, l'inspecteur principal Jacques Remond prend officiellement en charge l'enquête.
Homme d'expérience, la cinquantaine, il dirige le service des disparitions inquiétantes depuis 10 ans et a développé une méthode rigoureuse pour ce type d'affaires. Sa première action consiste à reconstituer minutieusement les dernières 48 heures de Sébastien. L'enquête de voisinage révèle qu'un résident de la rue de Metz, M. Carlotti, a aperçu Sébastien vers 22 heures le lundi soir, fumant une cigarette sur son balcon. Il semblait normal, peut-être un peu pensif, selon le témoignage. C'est la dernière fois que quelqu'un l'aura vu vivant à son domicile. Les relevés téléphoniques montrent que Sébastien a reçu un appel sur son téléphone fixe à 22h45 le lundi soir. L'appel provient d'une cabine téléphonique située place Wilson, au centre de Toulouse. La communication a duré exactement 3 minutes et 37 secondes. Ce détail intriguera longtemps les enquêteurs. Qui a appelé Sébastien depuis cette cabine et que lui a été dit pour qu'il quitte son appartement dans la nuit? Les investigations s'intensifient. L'inspecteur Remond et son équipe interrogent méthodiquement l'entourage de Sébastien. Ses collègues confirment tous qu'il était parfaitement normal la veille, heureux de son mariage, impatient de partir en lune de miel avec Camille. Aucun ne lui connaît de problèmes financiers, sentimentaux ou professionnels. Antoine Leclerc est longuement interrogé. Il évoque cette conversation étrange qu'a eue Sébastien avec un inconnu lors du mariage, mais avoue ne pas avoir prêté attention à l'identité de cet homme sur le moment. Il le décrit comme quelqu'un d'environ 40 ans, bien habillé mais à l'allure un peu rugueuse. Les enquêteurs tentent de l'identifier en interrogeant tous les invités du mariage, mais personne ne reconnaît cette description. La piste criminelle est rapidement explorée. Sébastien n'avait pas d'ennemis connus, ne fréquentait pas de milieux dangereux, ne s'était jamais trouvé mêlé à des affaires louches. Sa vie était d'une simplicité exemplaire. Travail, famille, amis proches, sorties occasionnelles dans les cafés du centre-ville. Cette normalité même rend sa disparition d'autant plus mystérieuse. Les enquêteurs vérifient également l'hypothèse d'un départ volontaire. Mais tous les éléments contredisent cette piste. Sébastien était visiblement heureux en ménage, n'avait manifesté aucun signe de dépression ou de mal-être, et surtout, il n'avait retiré aucune somme d'argent importante de son compte bancaire. Au contraire, ses finances étaient saines, avec même une épargne de plusieurs milliers de francs constituée en prévision de projets avec Camille. Les recherches physiques sont organisées dès le jeudi 25 août. Des équipes de gendarmes, assistées de chiens policiers, fouillent les berges de la Garonne, les parcs publics, les zones boisées autour de Toulouse. Des plongeurs inspectent le fleuve dans le secteur où la voiture a été retrouvée. Toutes ces recherches restent vaines. L'enquête révèle un détail troublant. Le compte bancaire de Sébastien montre un retrait de 3 000 francs effectué le vendredi 22 août en fin d'après-midi, soit quelques heures avant sa disparition. Cette somme, importante pour l'époque, a été retirée en une seule fois au distributeur automatique de l'agence bancaire de la place Wilson, le même quartier d'où provenait l'appel téléphonique mystérieux. Camille est bouleversée par cette révélation. Sébastien ne lui avait pas parlé de ce retrait. À quoi cette somme était-elle destinée? Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses. Dettes cachées, chantage, achat imprévu, mais aucune explication cohérente n'émerge. Les semaines passent sans nouveau développement. L'inspecteur Remond, malgré son expérience, avoue être confronté à l'une des disparitions les plus déroutantes de sa carrière. Tous les éléments semblent contradictoires. Un homme heureux qui disparaît volontairement, une voiture abandonnée avec alliance mais portefeuille intact, un appel téléphonique nocturne depuis une cabine, un retrait d'argent inexpliqué. Les mois qui suivent la disparition de Sébastien transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'aimaient. Camille, du jour au lendemain, passe du statut de jeune mariée heureuse à celui de veuve sans corps, un statut juridique et psychologique d'une complexité douloureuse. Elle continue à porter son alliance, refuse obstinément de quitter l'appartement qu'elle partageait avec Sébastien rue de Metz, transformant ce lieu en sanctuaire de leur amour interrompu. Le cabinet médical où travaille Camille devient son refuge.
Ses collègues, d'abord compatissants, s'habituent progressivement à sa présence silencieuse et mélancolique. Dr Marchand, l'un des médecins associés, remarque ses traits tirés, sa perte de poids progressive, mais respecte son besoin de normalité apparente. Camille s'accroche à sa routine professionnelle comme à une bouée de sauvetage, trouvant dans le contact avec les patients une forme d'échappatoire à sa douleur personnelle. Les parents de Sébastien, Michel et Françoise Garnier, vivent le drame différemment. La boulangerie familiale, autrefois lieu de convivialité et de rire, se transforme progressivement en un espace de tristesse contenue. Michel, homme de peu de mots dans les bons moments, devient quasi mutique. Il continue mécaniquement ses gestes de boulanger, pétrissage, façonnage, cuisson, mais ses clients réguliers remarquent que son sourire a disparu. Françoise tente de maintenir les apparences avec la clientèle, mais ses yeux rougis trahissent ses nuits d'insomnie. Antoine Leclerc porte un fardeau particulier. En tant que meilleur ami, il se sent responsable, persuadé qu'il aurait dû remarquer quelque chose, comprendre un signe, empêcher l'inévitable. Il revoit sans cesse cette conversation bizarre de Sébastien avec l'inconnu lors du mariage, se reprochant de ne pas être intervenu. Cette culpabilité le ronge et affecte sa propre vie. Sa relation amoureuse avec Sylvie, sa compagne depuis 2 ans, se dégrade progressivement. Elle ne comprend pas son obsession pour la disparition de son ami et finit par le quitter au printemps 1998. L'inspecteur Remond continue ses investigations avec une ténacité qui force l'admiration. Même quand l'affaire n'est plus prioritaire pour ses supérieurs, il poursuit discrètement ses recherches. Il a développé une théorie personnelle. Sébastien a été victime d'un crime prémédité, probablement lié à ce mystérieux interlocuteur du mariage. Mais sans nouveaux éléments, l'enquête piétine. En 1988, une première lueur d'espoir apparaît. Un témoignage parvient aux enquêteurs. Une automobiliste affirme avoir vu un homme ressemblant à Sébastien dans une station-service près de Montauban, à 50 km de Toulouse, quelques jours après sa disparition. L'homme semblait nerveux, regardait constamment autour de lui. Cette piste mobilise l'équipe d'enquêteurs pendant plusieurs semaines. Des recherches sont organisées dans la région, des avis de recherche diffusés. Mais cette piste, comme les autres, s'évanouit sans résultat concret. L'année 1999 marque un tournant psychologique pour la famille. Camille, encouragée par un psychologue qu'elle consulte depuis quelques mois, accepte finalement de déménager. Elle quitte l'appartement de la rue de Metz pour un petit studio dans le quartier des Minimes, plus proche de son travail. Ce déménagement, vécu comme une trahison envers la mémoire de Sébastien, lui permet néanmoins de commencer un lent processus de reconstruction. Les parents Garnier, de leur côté, prennent une décision douloureuse mais nécessaire. Ils vendent la boulangerie. Michel, âgé de 54 ans, ne trouve plus la force de continuer. Le commerce est repris par un jeune boulanger de la région et les Garnier s'installent dans un petit appartement de retraités près du jardin du Grand Rond. Cette rupture avec leur vie d'avant les aide paradoxalement à mieux gérer leur deuil inachevé. Antoine, lui, développe une forme d'obsession pour les affaires criminelles non résolues. Il passe ses soirées à éplucher les journaux, à chercher des similitudes avec d'autres disparitions, à échafauder des théories. Il déménage dans la maison héritée de ses grands-parents à Lalande, trouve dans la solitude de cette demeure un environnement qui convient à ses ruminations. Le grenier devient son refuge, rempli de coupures de presse, de notes manuscrites, de chronologies détaillées qu'il reconstitue inlassablement. En 2001, 4 ans après la disparition, l'inspecteur Remond prend sa retraite. Il transmet le dossier à son successeur, l'inspectrice Marie Delacroix, une femme d'une 40aine d'années, spécialisée dans les cold cases. Elle reprend l'enquête avec un œil neuf, réinterroge certains témoins, mais n'apporte pas d'éléments nouveaux. Le dossier Garnier rejoint la pile croissante des affaires non élucidées. Les années 2000 voient une évolution technologique qui redonne espoir aux familles de disparus. Les bases de données informatiques, l'ADN, les nouvelles techniques d'investigation promettent de résoudre des affaires anciennes.
Le dossier Sébastien Garnier est régulièrement réexaminé à la lumière de ces nouveaux outils, mais sans succès probant. Camille reconstruit lentement sa vie. En 2003, elle rencontre Philippe, un kinésithérapeute divorcé de quelques années son aîné. Leur relation se développe progressivement, avec la patience et la compréhension nécessaires face au poids du passé. Philippe accepte que Camille ne soit pas complètement disponible émotionnellement, comprend ses moments de mélancolie, respecte sa fidélité à la mémoire de Sébastien. Il se marie discrètement en 2005, 8 ans après la disparition. Cette nouvelle union bouleverse Antoine, qui y voit une forme de trahison. Il s'éloigne de Camille, refusant de rencontrer Philippe, reprochant à la jeune femme d'abandonner la quête de vérité. Cette rupture avec celle qui était devenue comme une sœur pour lui achève de l'isoler socialement. Il se replie encore davantage sur lui-même, ne gardant que quelques contacts avec d'anciens collègues du garage où il travaille. Les parents Garnier acceptent mieux cette évolution. Ils accueillent Philippe comme un gendre, reconnaissant qu'il rende le sourire à Camille. Françoise avoue même à sa belle-fille qu'elle pense que Sébastien, où qu'il soit, serait heureux de la savoir épanouie. Cette bénédiction maternelle apaise en partie la culpabilité de Camille. En 2008, 11 ans après la disparition, naît Emma, fille de Camille et Philippe. Cette naissance marque symboliquement le début d'une nouvelle ère. Camille découvre la maternité avec bonheur, même si elle ne peut s'empêcher parfois d'imaginer quel père aurait été Sébastien. Les grands-parents Garnier reportent sur cette petite fille adoptive tout l'amour qu'ils ne peuvent plus donner à leur fils disparu. Les années 2010 apportent leur lot de faux espoirs. Régulièrement, des témoignages parviennent aux autorités. Quelqu'un croit reconnaître Sébastien dans une gare, un café, une ville lointaine. Chaque fois, l'espoir renaît brièvement dans le cœur de ses proches, avant d'être déçu par des vérifications qui s'avèrent négatives. Ces montages émotionnels usent progressivement les familles de disparus, oscillant éternellement entre espoir et résignation. Antoine vieillit prématurément dans sa maison de Lalande. Ses cheveux blanchissent, ses traits se creusent, sa santé se dégrade lentement, il développe des problèmes cardiaques liés au stress chronique et à une hygiène de vie dégradée. Ses seuls plaisirs sont ses visites régulières aux parents Garnier avec qui il partage le poids du souvenir, et ses longues soirées passées à trier et retrier les souvenirs accumulés dans son grenier. C'est précisément cette habitude de tri compulsif qui va, en 2017, changer le cours de cette histoire vieille de 20 ans. Car dans ce grenier encombré de souvenirs, dort paisiblement un petit appareil photo jetable, oublié depuis août 1997, qui contient peut-être la clé de l'énigme la plus tenace de Toulouse. Mars 2017, 20 ans après la disparition de Sébastien Garnier. Antoine Leclerc, maintenant âgé de 47 ans, vit toujours dans la maison familiale de Lalande. Ses problèmes cardiaques l'ont contraint à prendre une retraite anticipée du garage où il travaillait depuis 25 ans. Cette inactivité forcée accentue son isolement et ses ruminations sur le passé. Ce matin de mars, Antoine ressent une douleur thoracique plus intense que d'habitude. Son médecin traitant, Dr Vidal, qu'il consulte en urgence, lui diagnostique un début d'insuffisance cardiaque et lui prescrit un traitement strict assorti de recommandations impératives. Réduction du stress, activité physique légère et surtout, rangement de son environnement de vie devenu chaotique au fil des années. « Monsieur Leclerc, lui dit le médecin avec gravité, votre maison est devenue un facteur de stress constant. Vous vivez entouré d'objets qui vous rappellent constamment des souvenirs douloureux. Il faut faire du tri, créer un espace plus serein. Votre cœur ne supportera pas longtemps ce rythme. » Cette prescription médicale devient le déclencheur d'une révolution dans la vie d'Antoine. Pour la première fois depuis des années, il envisage sérieusement de faire le grand ménage de sa maison, particulièrement du grenier qui s'est transformé en véritable capharnaüm mémoriel. Le samedi 18 mars 2017, Antoine commence méthodiquement le tri du grenier. Armé de sacs poubelles et de cartons de déménagement, il s'attaque à 20 ans d'accumulation compulsive. Il redécouvre des objets oubliés,
Photos de classe, du lycée, trophées de football amateur, outils de bricolage hérités de son grand-père, livres techniques sur la mécanique automobile. Vers 14 heures, alors qu'il vide une vieille armoire en bois, Antoine tombe sur une boîte à chaussures qu'il ne se rappelle pas avoir rangée là. À l'intérieur, pêle-mêle, des souvenirs du mariage de Sébastien. Et quelques photos développées à l'époque, le menu du repas de noces qu'il avait gardé en souvenir, son nœud papillon de témoin, et un petit appareil photo jetable jaune et noir, de marque Kodak, encore dans son emballage plastique d'origine. Antoine fixe l'objet avec stupéfaction. Comment a-t-il pu oublier cet appareil pendant 20 ans? Les souvenirs affluent brusquement. Les appareils distribués aux invités par Camille, ses propres photos prises spontanément pendant la soirée, cette conversation étrange de Sébastien avec l'inconnu qu'il avait immortalisé machinalement. Son cœur s'emballe, mais cette fois, ce n'est pas à cause de sa maladie. L'appareil indique 27 poses prises sur 27 sur le compteur. Antoine réalise qu'il n'a jamais fait développer ses photos, oubliant complètement leur existence dans le chaos émotionnel qui a suivi la disparition de son meilleur ami. Pendant 20 ans, ces images ont dormi dans ce grenier, témoins silencieux d'une soirée qui cachait peut-être des secrets terribles. Sans perdre une minute, Antoine descend du grenier, enfila sa veste et se rend directement au laboratoire photo de la grande surface Leclerc, située avenue de Muret. C'est l'un des derniers commerces de Toulouse à proposer encore le développement de pellicules argentiques, la plupart des gens étant passés au numérique depuis longtemps. La jeune employée du laboratoire, habituée aux appareils numériques, examine avec curiosité ce vestige du passé. « C'est rare de voir encore ça », commente-t-elle en souriant. « Il faudra revenir demain après-midi. On n'a plus l'habitude de développer de l'argentique. » Cette nuit-là, Antoine ne dort pas. Il tourne et retourne dans son lit, imaginant ce que peuvent contenir ces photos. 20 ans après, vont-elles apporter des réponses ou seulement raviver des souvenirs douloureux? Il se remémore cette soirée avec une précision qu'il ne se connaissait pas. Les rires, la musique, l'ambiance chaleureuse, mais aussi ce moment troublant où Sébastien avait semblé soudain préoccupé. Le dimanche 19 mars, à 14 heures précises, Antoine se présente au laboratoire photo. Les mains tremblantes, il récupère l'enveloppe contenant les 27 tirages et s'installe dans sa voiture pour les examiner. Les premières photos sont conformes à ses souvenirs. La cérémonie à l'église, les photos de groupe, l'apéritif sur la terrasse du domaine, les rires des invités. Puis, vers la 15e photo, Antoine découvre la série qu'il avait prise pendant cette fameuse conversation. Sur la première image, Sébastien et l'inconnu sont de profil, engagés dans ce qui semble être une discussion tendue. La deuxième photo les montre de face. Sébastien a l'air visiblement nerveux. L'homme face à lui affiche une expression dure, presque menaçante. Mais c'est la dernière photo de la série qui coupe le souffle d'Antoine. L'homme inconnu y apparaît parfaitement de face, regardant directement vers l'objectif, comme s'il avait remarqué qu'on le photographiait. Son visage est parfaitement net, ses traits distinctement visibles. Environ 40 ans, cheveux châtain courts, cicatrices visibles sur la joue gauche, regard perçant et froid. Dans sa main droite, discrètement, il tient ce qui ressemble à une enveloppe Kraft. Antoine examine cette photo à la loupe. Pour la première fois en 20 ans, il a sous les yeux le visage de celui qui pourrait détenir la clé du mystère. Cet homme, qui était-il ? Que faisait-il au mariage de Sébastien? Que contenait cette enveloppe? Et surtout, quel lien avait-il avec la disparition survenue 3 jours plus tard? Sans attendre, Antoine se rend directement au commissariat central de Toulouse. Il demande à parler à l'inspectrice Delacroix, en charge du dossier Garnier depuis 2001. Marie Delacroix, maintenant âgée de 56 ans et proche de la retraite, a gardé un intérêt particulier pour cette affaire qui l'a marqué pendant toute sa carrière. Quand Antoine pose les photos sur son bureau, l'inspectrice Delacroix écarquille les yeux. En 16 ans de carrière sur cette affaire, c'est la première fois qu'elle dispose d'éléments visuels concrets concernant les derniers jours de Sébastien. Elle examine minutieusement les clichés avec une loupe, se concentrant particulièrement sur le visage de l'homme mystérieux. « Monsieur Leclerc, dit-elle enfin, vous venez peut-être de nous donner la pièce manquante du puzzle.
Cet homme, vous êtes certain de ne l'avoir jamais vu ailleurs qu'à ce mariage? Antoine confirme formellement. L'inspectrice Delacroix lance immédiatement les procédures de reconnaissance faciale. Les photos sont numérisées et comparées aux fichiers de police. Parallèlement, elle fait appel au laboratoire de police scientifique pour améliorer la qualité des images et en extraire tous les détails possibles. La nouvelle de cette découverte se répand rapidement. Camille, prévenue par l'inspectrice, se rend au commissariat, accompagnée de Philippe. Quand elle voit les photos, particulièrement celles montrant Sébastien visiblement inquiet, elle éclate en sanglots. Après 20 ans d'incertitude, elle a enfin sous les yeux la preuve que quelque chose de grave se tramait ce soir-là. « Je le savais », murmure-t-elle entre ses larmes. « Je savais que Sébastien cachait quelque chose ces derniers jours. Il était différent, préoccupé, mais quand je lui demandais, il disait que tout allait bien. Mon Dieu, si j'avais insisté... » Philippe la réconforte comme il peut, mais lui aussi est bouleversé par ces révélations. L'homme qu'il voit sur ces photos dégage quelque chose d'inquiétant, une aura de menace qui transparaît même sur ces clichés vieux de 20 ans. Les parents Garnier, Michel et Françoise, maintenant âgés respectivement de 74 et 72 ans, sont convoqués pour examiner les photos. Eux non plus ne reconnaissent pas l'homme mystérieux. Françoise se souvient vaguement d'avoir remarqué quelqu'un qui ne semblait pas à sa place pendant la réception, mais elle n'avait pas fait attention sur le moment. L'enquête reprend avec une intensité nouvelle. L'inspectrice Delacroix, galvanisée par cette découverte, mobilise son équipe pour exploiter ces nouveaux éléments. Les photos sont diffusées dans tous les services de police de la région, puis au niveau national. Un avis de recherche discret est lancé pour identifier cet homme. 3 jours après la découverte d'Antoine, le système de reconnaissance faciale donne un résultat. L'homme de la photo correspond à Vincent Martel, né en 1957, donc âgé de 40 ans en 1997. Son casier judiciaire révèle plusieurs condamnations pour usure, menaces, violences volontaires et tentatives d'extorsion de fonds. Il est fiché comme prêteur sur gages illégal et collecteur de dettes pour le compte d'organisations criminelles. Cette révélation change complètement la donne. Sébastien Garnier, le jeune marié exemplaire, avait-il des dettes cachées? S'était-il trouvé mêlé volontairement ou non à des affaires louches? L'inspectrice Delacroix reprend méticuleusement le dossier sous cet angle nouveau, recherchant dans la vie de Sébastien des éléments qu'elle aurait pu négliger 20 ans plus tôt. L'identification de Vincent Martel ouvre une nouvelle phase de l'enquête, mais aussi de nombreuses questions troublantes. L'inspectrice Marie Delacroix et son équipe se lancent dans une investigation approfondie sur les activités de cet homme et ses éventuels liens avec Sébastien Garnier. Vincent Martel, en mars 2017, a 60 ans. Les vérifications montrent qu'il vit toujours dans la région toulousaine, plus précisément dans une maison isolée de la commune de Fronton, à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse. Officiellement, il se déclare consultant en recouvrement de créances, une façade légale qui masque probablement des activités moins avouables. L'inspectrice Delacroix décide de procéder avec précaution. Plutôt que d'interroger directement Martel et risquer qu'il se braque ou disparaisse, elle lance une surveillance discrète et reprend l'enquête sur Sébastien sous l'angle des dettes et problèmes financiers. Cette nouvelle orientation révèle rapidement des éléments que l'enquête initiale avait négligés. En scrutant plus attentivement les relevés bancaires de Sébastien dans les mois précédant son mariage, les enquêteurs découvrent plusieurs retraits d'espèces inhabituels. 500 francs en avril 1997, 800 francs en juin, 1200 francs en juillet. Ces sommes, qui paraissaient anodines 20 ans plus tôt, prennent une signification différente dans le contexte actuel. Plus troublante encore, l'équipe découvre que Sébastien fréquentait occasionnellement un café PMU de la banlieue toulousaine, le Derby, situé dans le quartier d'Ampalo. Cet établissement, aujourd'hui fermé, était connu dans les années 90 pour être un lieu de rendez-vous de parieurs invétérés et parfois de règlement de comptes liés au jeu.
Antoine Leclerc, interrogé à nouveau sur les habitudes de son ami, avoue avec gêne que Sébastien avait effectivement développé un goût pour les courses hippiques dans les mois précédant son mariage. Il disait que c'était juste pour s'amuser, pour pimenter les week-ends, se souvient Antoine. Je ne pensais pas que c'était sérieux. Sébastien était quelqu'un de si raisonnable. Cette révélation bouleverse Camille. Elle découvre que l'homme qu'elle a épousé lui cachait une part importante de sa vie. Les soirées où Sébastien prétendait traîner avec Antoine ou faire des heures supplémentaires correspondaient en réalité à ses escapades au PMU. Cette découverte, 20 ans après, ravive sa douleur d'une manière inattendue. L'enquête sur le Derby révèle que l'établissement était effectivement un repère de joueurs compulsifs et que plusieurs clients avaient eu des problèmes avec des prêteurs peu scrupuleux dans les années 90. Le tenancier de l'époque, Robert Ménard, aujourd'hui âgé de 75 ans et retraité à Montauban, accepte de témoigner. « Sébastien Garnier, oui, je me souviens de lui », confirme l'ancien cafetier. Un gentil garçon, pas du tout le genre voyou. Il venait surtout le samedi après-midi, miser des petites sommes au début. Mais dans les derniers mois, j'ai remarqué qu'il devenait plus nerveux, qu'il parlait de récupérer ses pertes. C'est toujours mauvais signe chez un parieur. Ménard se souvient aussi d'avoir vu Vincent Martel dans son établissement à plusieurs reprises en 1987. Martel, c'était un client particulier. Il ne jouait jamais, mais il venait discuter avec certains habitués qui avaient des difficultés à payer leurs dettes. On comprenait vite qu'il valait mieux ne pas avoir affaire à lui. Ces témoignages permettent de reconstituer progressivement le piège dans lequel Sébastien s'était enfermé. Apparemment, ces petites mises initiales s'étaient transformées en pertes de plus en plus importantes. Pour les compenser, il avait probablement eu recours au service de Vincent Martel, entrant ainsi dans un cercle vicieux typique des joueurs compulsifs. L'inspectrice Delacroix fait appel à un psychologue spécialisé dans les addictions au jeu pour mieux comprendre la progression de Sébastien vers cette situation. Dr Martineau, expert auprès des tribunaux, explique « Un joueur en difficulté financière s'enfonce souvent de manière très rapide. Il emprunte pour rejouer, convaincu qu'il va récupérer ses pertes. Quand les proches ou les banques ne prêtent plus, il se tourne vers des usuriers. C'est un engrenage classique. » Cette explication éclaire sous un jour nouveau les derniers mois de Sébastien. Son mariage avec Camille, loin d'être seulement l'aboutissement d'une histoire d'amour, représentait peut-être aussi pour lui l'espoir d'un nouveau départ, la possibilité de tourner la page sur ses erreurs passées. Malheureusement, ses créanciers en avaient décidé autrement. L'enquête révèle que Vincent Martel pratiquait des taux d'intérêt usuraires, parfois de 50% par mois, et n'hésitait pas à employer des méthodes intimidantes pour récupérer son argent. Plusieurs de ses victimes de l'époque, retrouvées et interrogées, confirment ces méthodes brutales et son caractère impitoyable. Jean-Claude Fabre, ancien employé de banque aujourd'hui retraité, témoigne. Martel m'avait prêté 5 000 francs en 1996 quand j'avais des problèmes financiers. En 6 mois, avec ses intérêts, je lui devais 2 000 francs. Quand je n'ai plus pu payer, il a commencé à me suivre, à téléphoner chez moi la nuit, à menacer ma famille. J'ai fini par porter plainte, mais à l'époque, la police ne s'intéressait pas beaucoup à ce genre d'affaires. Ces témoignages permettent de mieux cerner la personnalité de Vincent Martel et ses méthodes. L'homme était manifestement dangereux et prêt à tout pour récupérer son argent. Sa présence au mariage de Sébastien prenait maintenant tout son sens. Il était venu réclamer son dû au moment où sa victime disposait justement de liquidités grâce au cadeau de mariage. L'inspectrice Delacroix reconstitue le scénario probable. Sébastien avait accumulé une dette importante envers Martel. L'usurier, apprenant le mariage imminent, avait calculé que ce serait le moment idéal pour récupérer son argent. Il s'était même invité à la réception pour faire pression sur Sébastien, d'où cette conversation tendue, immortalisée par Antoine. Le retrait de 3 000 francs effectué par Sébastien le vendredi 22 août correspondait probablement à un premier versement exigé par Martel. Mais cette somme n'avait visiblement pas suffi.
D'où l'appel téléphonique du lundi soir depuis la cabine de la place Wilson et le rendez-vous nocturne fatal. L'équipe d'enquêteurs décide qu'il est temps de passer à l'action. Le mercredi 29 mars 2017, à 6 heures du matin, Vincent Martel est interpellé à son domicile de Fronton dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Sébastien Garnier. L'homme, maintenant âgé de 60 ans, a physiquement peu changé depuis 1997. Toujours la même carrure imposante, le même regard froid, la même cicatrice sur la joue gauche. Placé en garde à vue, Martel nie d'abord connaître Sébastien Garnier. Confronté aux photos du mariage qui le montrent clairement en conversation avec la victime, il change de version et prétend avoir été invité par un ami commun qu'il refuse de nommer. Son avocat, M. Blanchard, commis d'office, conseille à son client de ne plus répondre aux questions. Mais l'inspectrice Delacroix a 20 ans d'expérience dans ce type d'interrogatoire. Elle sait que Martel va finir par craquer, surtout maintenant qu'elle dispose d'éléments concrets. Elle fait le pari de le laisser mariner quelques heures en cellule, le temps de finaliser son dossier et de préparer ses arguments les plus percutants. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillent le domicile de Martel. Dans son bureau, ils découvrent un carnet de comptes manuscrit datant des années 90, méticulairement tenu, qui répertorie noms, sommes prêtées, intérêts et dates de remboursement. À la date du 15 juillet 1997, ils trouvent l'inscription S. Garnier, Wien 500 F, échéance 25-08-97. Cette découverte constitue la preuve formelle du lien financier entre Martel et Sébastien. Elle confirme aussi que l'échéance de remboursement était fixée au 25 août 1997, soit 2 jours après la disparition. Coïncidence troublante ou calcul délibéré de Martel qui avait prévu de récupérer son argent juste après le mariage. L'étau se resserre autour de Vincent Martel. L'inspectrice Delacroix dispose maintenant de tous les éléments nécessaires pour le confondre. Il ne lui reste plus qu'à obtenir ses aveux complets et surtout à découvrir ce qu'il a fait du corps de Sébastien Garnier. Le jeudi 30 mars 2017, 14 heures, salle d'interrogatoire numéro 3 du commissariat central de Toulouse. L'inspectrice Marie Delacroix fait face à Vincent Martel pour ce qui sera l'interrogatoire décisif de sa carrière. Après 24 heures de garde à vue, l'homme semble moins sûr de lui. Ses traits sont tirés, ses mains tremblent légèrement, signe que l'étau psychologique commence à se resserrer. « Monsieur Martel », commence l'inspectrice d'une voix posée, « nous avons trouvé votre carnet de compte. Sébastien Garnier, vous devez 8 500 francs. Échéance le 25 août 1997. Vous étiez présent à son mariage le 20 août. Il a disparu le 23 août, après avoir retiré 3000 francs. Voulez-vous nous expliquer ces coïncidences ?» Martel regarde fixement ses mains jointes sur la table. Son avocat lui fait signe de se taire, mais l'homme semble lutter intérieurement. Après 20 ans de silence, le poids du secret devient-il enfin trop lourd à porter ? « Je ne suis pas responsable de sa disparition », murmure-t-il finalement. Les choses ont mal tourné, mais ce n'était pas prévu comme ça. Ces premiers mots constituent un aveu partiel. L'inspectrice Delacroix sent qu'elle tient enfin le bon bout. Elle continue avec prudence, sachant qu'un interrogatoire mal mené peut faire se refermer définitivement un suspect. « Racontez-nous ce qui s'est passé, Vincent. 20 ans, c'est long à porter seul. » Martel relève la tête, plonge ses yeux dans ceux de l'inspectrice. Pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, son masque de froideur se lézarde. L'homme de 60 ans semble soudain épuisé, vieilli par le poids des années et des secrets. « Garnier était un bon client au début », commence-t-il d'une voix éraillée. « Pas un voyou, pas un truand, juste un gars normal qui avait pris goût aux courses. Il remboursait toujours à temps, jamais de problème. Puis, il a commencé à perdre gros, à emprunter pour rejouer. C'est là que ça s'est compliqué. » L'inspectrice laisse Martel parler sans l'interrompre. Après 20 ans d'enquête infructueuse, elle sait qu'elle assiste peut-être à la résolution de l'affaire la plus marquante de sa carrière. En juillet 97, il me devait déjà 8 500 francs avec les intérêts, une somme importante pour l'époque, surtout pour un technicien comme lui. Il était panique, me suppliant de lui laisser du temps.
C'est là qu'il m'a parlé de son mariage, des cadeaux en liquide qu'il allait recevoir. J'ai accepté de repousser l'échéance au 25 août. Martel marque une pause, boit une gorgée d'eau. Ses mains tremblent, maintenant visiblement. Le problème, c'est que j'avais moi-même des créanciers, des gens peu recommandables qui ne plaisantaient pas avec les retards de paiement. Je devais absolument récupérer cet argent, sinon j'étais mort. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la situation. Martel n'était pas seulement un usurier sans scrupules, mais aussi une victime d'un système encore plus impitoyable que lui. Cette position précaire explique peut-être son comportement désespéré. Quand j'ai appris la date du mariage, j'ai décidé d'y aller pour m'assurer que Garnier avait bien l'argent. Je me suis fait passer pour un ami de la famille, personne n'a vérifié. À l'époque, les mariages étaient moins surveillés qu'aujourd'hui. L'inspectrice Delacroix visualise la scène, Martel s'incrustant dans la fête, observant, calculant, préparant sa récupération de fonds. L'image de ce prédateur au milieu de la joie familiale a quelque chose de profondément glaçant. Je l'ai coincé pendant l'apéritif, je lui ai rappelé ses obligations. Il était paniqué, transpirait comme un fou. Il m'a juré qu'il aurait l'argent, m'a supplié de lui laisser encore quelques jours. J'ai accepté, mais je lui ai dit que ce serait ma dernière concession. Martel s'arrête, ferme les yeux comme pour chasser des images douloureuses. Le lundi 22 août, il m'a appelé affolé. Il n'avait que 3000 francs au lieu des 8500 prévus. Les cadeaux de mariage avaient été moins importants que prévu. La plupart des invités avaient offert des objets plutôt que de l'argent. Il me suppliait de prendre cette somme en attendant qu'il trouve le reste. Cette explication correspond parfaitement au retrait bancaire constaté par l'enquête. Sébastien avait tenté désespérément de satisfaire partiellement son créancier en espérant gagner du temps. J'ai accepté de le rencontrer le mardi soir pour récupérer ses 3000 francs et fixer une nouvelle échéance pour le solde. Je lui ai donné rendez-vous place Wilson, près de la cabine téléphonique, à 23 heures. Un lieu discret où on ne risquait pas d'être vu. L'inspectrice Delacroix sent l'émotion monter. Après 20 ans, elle va enfin connaître les derniers moments de Sébastien Garnier. Il est arrivé à l'heure, avec l'argent dans une enveloppe. Mais quand je lui ai dit qu'il avait une semaine pour trouver les 5500 francs restants, plus les intérêts de retard, il s'est effondré. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais réunir cette somme, qu'il allait avouer la vérité à sa femme, porter plainte contre moi. Le visage de Martel se durcit au souvenir de cette scène. Porter plainte. Vous vous rendez compte ? Moi qui avais déjà des ennuis avec la justice, qui ne pouvais pas me permettre une nouvelle condamnation. Et surtout mes propres créanciers qui m'attendaient le vendredi suivant avec leur argent. Si Garnier me dénonçait, j'étais fini de toutes les façons. L'inspectrice comprend que c'est à ce moment précis que la situation a basculé. Martel, acculé, a pris une décision irréparable. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait trouver l'argent coûte que coûte. Il s'est mis à crier, à dire qu'il préférait mourir plutôt que de détruire sa vie de couple. Alors j'ai perdu mon sang-froid. Martel s'arrête, la respiration courte. Son avocat tente d'intervenir, mais l'homme semble maintenant décidé à aller au bout de ses aveux. Je l'ai frappé. Un coup de poing au visage d'abord, puis quand il est tombé, je l'ai frappé avec une barre de fer que j'avais dans ma voiture. Je ne voulais pas le tuer, juste le faire taire, l'empêcher de crier, mais il ne bougeait plus. Un silence de mort s'installe dans la salle d'interrogatoire. 20 ans après, la vérité éclate enfin dans toute sa brutalité sordide. Sébastien Garnier est mort pour 5500 francs, soit environ 840 € actuels. « Qu'avez-vous fait du corps ?» demande l'inspectrice d'une voix blanche. Martel baisse la tête, accablé par le poids de sa confession. « J'ai paniqué. Je l'ai mis dans le coffre de ma voiture et j'ai roulé toute la nuit pour réfléchir. Au petit matin, j'ai trouvé un chantier abandonné près de Fronton, où on construisait une nouvelle zone industrielle. J'ai creusé un trou et je l'ai enterré là. Aujourd'hui, il y a probablement un parking ou un bâtiment à cet endroit. Cette révélation explique pourquoi le corps n'a jamais été retrouvé malgré des recherches intensives. Sébastien repose depuis 20 ans sous le béton de la modernité, dans cette zone industrielle qui s'est développée au nord de Toulouse.
L'inspectrice Delacroix termine l'interrogatoire, épuisée par l'intensité émotionnelle de ses aveux. Après 20 ans d'enquête, elle tient enfin la vérité, mais cette vérité a un goût amer. Un homme est mort pour une dette de jeu, victime de sa propre faiblesse et de la cupidité d'un usurier sans scrupules. Vincent Martel est immédiatement mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Son avocat annonce qu'il ne contestera pas les faits, conscient que son client n'a aucune chance face à des aveux aussi complets. Les jours qui suivent les aveux de Vincent Martel sont marqués par une intense émotion dans l'entourage de Sébastien Garnier. Après 20 ans d'incertitude et d'espoir déçu, la famille va enfin pouvoir tourner une page douloureuse de son histoire. Camille, maintenant âgée de 44 ans, accueille la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'amertume. Enfin, elle sait ce qui est arrivé à Sébastien, mais cette vérité révèle aussi que l'homme qu'elle aimait lui cachait une partie importante de sa vie. Dans le salon de sa maison des Minimes, entourée de Philippe et de leur fille Emma, maintenant âgée de 9 ans, elle exprime ses sentiments contradictoires. « Je suis soulagée de savoir enfin », confie-t-elle à l'inspectrice Delacroix, venue lui annoncer personnellement la résolution de l'affaire. « Mais je suis aussi en colère contre Sébastien. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Nous aurions pu affronter ce problème ensemble, trouver une solution. Sa fierté masculine stupide lui a coûté la vie. » Philippe, témoin silencieux de cette révélation, comprend que sa femme va avoir besoin de temps pour digérer ces informations. Emma, trop jeune pour comprendre tous les enjeux, remarque simplement que sa maman pleure, mais cette fois avec un sourire mêlé de tristesse. Les parents de Sébastien, Michel et Françoise Garnier vivent cette révélation différemment. À 74 et 72 ans, ils ont depuis longtemps fait leur deuil de leur fils, mais cette vérité leur apporte une forme de paix qu'ils n'espéraient plus. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'est pas parti volontairement, murmure Françoise, la voix brisée par l'émotion. Notre Sébastien n'était pas un lâche qui a abandonné sa famille. Il était juste un garçon fragile qui s'est trouvé pris dans un engrenage qu'il ne maîtrisait plus. Michel, homme de peu de mots, serre simplement la main de sa femme. Pour lui, cette révélation confirme ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Son fils a été victime de quelqu'un de plus fort et de plus impitoyable que lui. Antoine Leclerc vit cette résolution avec une intensité particulière. C'est lui qui, par sa découverte fortuite, a permis de résoudre l'énigme. Mais cette satisfaction se mêle à une culpabilité terrible. Et s'il avait fouillé son grenier plus tôt? Et s'il avait fait développer ses photos dans les semaines suivant le mariage? J'aurais pu épargner 20 ans de souffrance à cette famille, se reproche-t-il amèrement. Camille aurait pu refaire sa vie plus sereinement. Les parents Garnier auraient eu leur réponse avant d'être si âgés. C'est ma négligence qui a prolongé leur calvaire. L'inspectrice Delacroix tente de le rassurer. « Monsieur Leclerc, vous ne pouviez pas savoir. Dans le chaos émotionnel qui a suivi la disparition, il était normal d'oublier ces photos. L'important, c'est que vous les ayez finalement trouvées. » Mais Antoine reste inconsolable. Il réalise que pendant 20 ans, la solution dormait dans son grenier, à quelques mètres de lui, pendant qu'il se torturait en échafaudant des théories complexes sur la disparition de son meilleur ami. Les recherches pour retrouver le corps de Sébastien commencent immédiatement. L'inspectrice Delacroix, accompagnée d'une équipe de techniciens et d'un géologue spécialisé dans la recherche de sépultures clandestines, se rend sur la zone industrielle de Fronton, indiquée par Vincent Martel. Le secteur a effectivement été entièrement transformé depuis 1997. Là où s'étendait autrefois un terrain vague parsemé de chantiers abandonnés, se dresse maintenant une zone commerciale moderne avec supermarchés, magasins de bricolage et restaurants de chaîne. Le béton et l'asphalte ont recouvert toute trace du passé. Grâce aux indications précises de Martel et aux archives municipales, les enquêteurs parviennent à localiser l'emplacement approximatif de la sépulture clandestine. Elle se trouve probablement sous le parking du supermarché Leclerc, dans une zone qui était en friche en 1997.
Les autorités judiciaires ordonnent des fouilles malgré les complications logistiques et le coût important de l'opération. Le parking est temporairement fermé, des pelleteuses sont acheminées sur place. Les travaux, menés avec un respect scrupuleux des procédures médico-légales, durent 4 jours. Le vendredi 7 avril 2017, à 14h30, les restes de Sébastien Garnier sont enfin découverts. Après 20 ans d'enfouissement, les ossements sont dans un état de conservation correct, permettant une identification formelle grâce au dossier dentaire conservé par le dentiste de famille. Cette découverte marque la fin officielle de l'enquête sur la disparition de Sébastien Garnier. Vincent Martel, confronté à cette ultime preuve, confirme une dernière fois ses aveux et renonce à tout recours. Son procès, programmé pour l'automne 2017, s'annonce comme une simple formalité judiciaire. La famille peut enfin organiser des funérailles dignes. Le samedi 15 avril 2017, exactement 20 ans, 7 mois et 23 jours après sa disparition, Sébastien Garnier est inhumé au cimetière de Jolimont, en présence de tous ceux qui l'ont aimé. La cérémonie, simple et émouvante, réunit une 50aine de personnes. Camille y assiste accompagnée de Philippe et d'Emma, qui découvrent pour la première fois la tombe de celui qu'elle appelle Papa Sébastien. Les parents Garnier, vieillis mais dignes, peuvent enfin se recueillir sur la sépulture de leur fils unique. Antoine Leclerc prononce un discours poignant. Sébastien était quelqu'un de bien qui s'est perdu en route. Il ne méritait pas de finir comme ça pour si peu d'argent. Mais aujourd'hui, il peut enfin reposer en paix, et nous aussi. Le père Martin, le même prêtre qui avait célébré le mariage 20 ans plus tôt, officie cette dernière cérémonie. Ces mots, empreints de compassion et de pardon, apaisent l'assistance. Sébastien était un homme imparfait, comme nous tous. Ses erreurs lui ont coûté la vie, mais elles ne doivent pas ternir le souvenir du jeune homme généreux qu'il était. Au procès de Vincent Martel, en octobre 2017, l'homme est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. Âgé de 60 ans, il terminera probablement sa vie en prison. Ses aveux complets et sa coopération avec la justice lui évitent la réclusion à perpétuité, mais n'atténuent pas la gravité de son crime. Lors de l'audience, Martel présente ses excuses à la famille. « Je sais que mes mots ne peuvent pas réparer le mal que j'ai fait. J'ai détruit une famille pour de l'argent, c'est impardonnable. Je passerai le reste de ma vie à regretter cette nuit d'août 1997. » Camille, présente dans la salle, l'écoute sans émotion apparente. Plus tard, elle confiera. « Ces excuses ne me rendent pas Sébastien, mais au moins, justice est rendue. » L'affaire Garnier marque profondément l'inspectrice Marie Delacroix, qui prend sa retraite quelques mois après avoir résolu cette enquête qui l'a accompagnée pendant 16 ans. Dans son discours d'adieu, elle déclare « Cette affaire m'a appris que la vérité finit toujours par éclater, même au bout de 20 ans. Il suffit parfois d'un détail, d'une photo oubliée pour que tout s'éclaire. » Antoine Leclerc utilise la notoriété acquise grâce à sa découverte pour sensibiliser l'opinion publique au danger du jeu pathologique. Il témoigne régulièrement dans les lycées de la région, racontant l'histoire de Sébastien pour mettre en garde les jeunes contre l'engrenage des paris. « Mon meilleur ami est mort à cause d'une addiction qu'on ne prenait pas au sérieux à l'époque. » explique-t-il aux adolescents. Aujourd'hui, avec Internet et les paris en ligne, c'est encore plus facile de tomber dans le piège. Il faut en parler, demander de l'aide, avant qu'il ne soit trop tard. Camille, de son côté, trouve dans cette résolution la force de se réconcilier complètement avec son passé. Elle et Philippe renouvellent leurs vœux de mariage en 2018, cette fois en toute sérénité, libérée du poids du mystère Garnier. La petite Emma grandit en connaissant l'histoire vraie de Sébastien, sans tabou ni mensonge. Ses parents lui expliquent que les adultes peuvent parfois faire des erreurs graves, mais que l'important est d'apprendre de ces erreurs pour ne pas les reproduire. Cette affaire nous montre comment un secret peut détruire une vie, et comment la vérité, même après 20 ans, finit toujours par éclater. Sébastien Garnier était un homme ordinaire pris dans un engrenage qu'il ne maîtrisait plus, victime de sa propre faiblesse et de la cupidité d'un criminel sans scrupules.
Sa mort tragique rappelle l'importance de la communication dans le couple et les dangers méconnus des addictions au jeu. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire? Le fait qu'une simple photo ait pu résoudre une énigme vieille de 20 ans, la descente aux enfers d'un homme apparemment sans histoire, ou la ténacité d'une famille qui n'a jamais renoncé à connaître la vérité. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette enquête extraordinaire prouve qu'il ne faut jamais perdre espoir, même face aux mystères les plus impénétrables. Si cette reconstitution minutieuse vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour découvrir d'autres affaires criminelles françaises. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux enquêtes criminelles réelles.